Bonsoir, mesdames et messieurs. Pour ceux qui ont déjà suivi le début du cycle, vous êtes déjà accoutumés à la présentation à 17h des conférences, mais ce n'est sans doute pas le cas de tous. Et donc, il s'agit ici d'un cycle de conférences organisé par le Collège Belgique, consacré à la figure du politique 16e, 17e siècle. Et ici, nous allons accueillir Monique Weiss qui va nous présenter la 4e conférence, la 4e et dernière conférence de ce cycle, après avoir évoqué la figure du mécène, la figure du magistrat, la figure du parfait capitaine. Et ce cycle est coordonné par Jérémy, je cherche ton nom, Jérémy Ferrer-Barthomeu, qui a en fait organisé ce cycle et invité toutes les personnes que vous avez eu l'occasion et que vous avez encore aujourd'hui l'occasion d'écouter. Donc, il est chercheur en histoire moderne. Sa spécialité est centrée sur les administrations durant ces siècles évoqués, 16e, 17e siècle. Et quand on s'intéresse aux administrations, à la fois on s'intéresse aux écrits produits par ces administrations, puisqu'il y a déjà pas mal d'archives qui sont produites à cette époque-là, mais aussi aux personnes qui peuplent ces administrations. C'est le cœur de ses recherches. Je vais lui céder la parole, puisque c'est lui qui conduit ce cycle. Merci d'être là. Merci beaucoup, cher Michel Galland. Alors, il me revient la charge de vous présenter notre oratrice du jour. Comme vous le savez, donc c'est la dernière conférence du cycle, la dernière des 4 conférences du cycle Figure du politique au 16e, 17e. Nous avons, la semaine dernière, évoqué la figure du mécène, puis la figure du magistrat. Hier, nous étions occupés à nous intéresser à la figure du parfait capitaine. Et aujourd'hui, nous arrivons à la dernière des figures que nous voulions brosser au cours de ce cycle, celle du secrétaire diplomate. La conférence va être prononcée par Monique Weiss, que je vous présente en un instant. Monique Weiss est professeure ordinaire d'histoire moderne, Early Modern History, à l'Université du Luxembourg. Et ses champs de recherche sont nombreux, et j'en détaille quelques-uns, qui sont en lien avec le thème de notre conférence. Alors, elle s'intéresse tout particulièrement au duché de Luxembourg, à l'époque moderne, analysé comme une périphérie stratégique des Pays-Bas habsbourgeois. Dans ce cadre, elle analyse les discours et les pratiques de gouvernance politique dans une monarchie composite. Elle analyse également les relations avec les territoires voisins que sont par exemple le duché de Lorraine ou la principauté archiépiscopale de Trèves, qui est comprise dans l'électorat du Rhin. D'autre part, ce sont les liens des anciens Pays-Bas avec le Saint-Empire romain germanique qui l'intéressent depuis fort longtemps. Elle s'attache à faire une histoire des discours, des échanges, mais aussi des mobilités au XVIe, XVIIe siècle, et à renouveler notre compréhension de la diplomatie, comme elle va le faire encore ce soir, en scrutant les correspondances diplomatiques, en restituant les trajectoires des exilés qui partent pour des motifs confessionnels et qui apportent, dans leur manière de circuler, des idées nouvelles, des pratiques nouvelles aux États qui les accueillent. En outre, son travail autour des écrits polémique dans le contexte des conflits confessionnels, et notamment autour des figures de Philippe de Marnix et de Cornelius Loos, est d'une importance décisive dans ses travaux. Sa curiosité intellectuelle l'a également amené à étudier les interprétations et les usages de la période moderne, c'est-à-dire le XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, de la période moderne, dans la mémoire, l'historiographie, la littérature et les arts de notre temps, à travers quelques figures, quelques événements, les figures telles que Marie Stuart, le comte d'Egmont, le comte de Mansfeld, ou encore des événements comme la révolte des Pays-Bas. Monique Weiss est une membre active de plusieurs groupes de recherche internationaux. Elle a notamment été présidente de Babel, qui est de l'Association belge pour l'étude des religions. Nous sommes tous deux, avec la professeure Weiss et le professeur Mellet de l'Université de Genève, co-directeurs d'un groupe de recherche international en anthropologie politique et religieuse de la parole au XVIe, XVIIe siècle. Groupe qui d'ailleurs se réunit la semaine prochaine à l'Université catholique de Louvain pour travailler autour de la parole représentée. Avant de rejoindre l'Université du Luxembourg, Monique Weiss a été chercheuse qualifiée du FNRS et professeure associée à l'Université libre de Bruxelles, où elle a dirigé le Centre interdisciplinaire d'études des religions.
C'est donc avec beaucoup de plaisir que je lui donne la parole pour une conférence intitulée « Le secrétaire diplomate au XVIe et XVIIe siècle, un maître en information et action politique ». Comme pour les autres conférences du cycle, Monique Weiss va prendre la parole pendant un peu plus d'1 heure, et ensuite nous aurons le temps d'échanger avec elle au moyen de questions-réponses. Un micro circulera parmi vous. Je vous remercie et je donne tout de suite la parole à Monique Weiss, que je remercie beaucoup pour sa présence. Merci. Merci beaucoup, cher Jérémy, pour cette présentation très complète. Et bienvenue à vous tous à cette 4e et dernière conférence de ce cycle dont Jérémy vient vous parler. Cycle sur les figures du politique à la Renaissance ou au XVIe, XVIIe siècle. Un cycle consacré donc, une conférence, la 4e conférence consacrée à la figure du secrétaire diplomate. Et je vais évidemment revenir à la définition, à ce qu'il faut entendre par ce terme composé qui ne vous est probablement pas familier. Merci beaucoup à Jérémy Ferrer-Barthomeu pour l'organisation de ce cycle. Merci à Michel Galland, la promotrice du cycle auprès du Collège Belgique, et à l'Académie royale pour leur accueil. Et merci à vous tous d'être présents. Merci, cher Jérémy, de permettre à plusieurs intervenants venant d'horizons différents de présenter à tour de rôle, dans le cadre d'un ensemble cohérent, leurs recherches et réflexions sur l'histoire politique de la période plus ou moins entre la fin du XVe siècle et 1700. Donc la Renaissance au sens très large du terme. C'est en effet à l'invitation de Jérémy Ferrer-Barthomeu que nous, donc les 4 intervenants de ces conférences, mais aussi des intervenants d'une journée d'études qui a eu lieu en décembre dernier, c'est ainsi que tous ces participants que nous avons tenté d'inscrire nos propos à la fois dans la continuité paradigmatique, mais aussi dans le renouvellement critique de ceux d'Eugenio Garin, un historien italien, auteur-éditeur d'un ouvrage collectif considéré comme pionnier sur l'homme de la Renaissance, un ouvrage qui reprend plusieurs cas de figure en fait de ces acteurs politiques, économiques, culturels de cette période. Pourquoi et comment étudier le fonctionnement des États dits modernes à travers ces acteurs principaux? Est-ce une méthode encore crédible aujourd'hui dans le cadre d'un renouveau prometteur de l'histoire politique? Surtout, est-ce que les catégories définies par l'historien italien Garin est-ce qu'elles sont encore pertinentes pour l'étude du politique au XVIe et XVIIe siècle aujourd'hui? Quelle figure, jusque-là négligée par l'historiographie, pourrait ou devrait être ajoutée au tableau collectif proposé par Garin et par ses disciples? Alors, toutes ces questions ont déjà été abordées de manière plus ou moins directe par les 3 autres conférenciers du cycle. J'y reviendrai en centrant mes commentaires sur certains acteurs de la diplomatie, un domaine particulier du politique donc. Mon exposé va comporter 3 temps inégaux. Une première partie de mise au point sur les acteurs, les pratiques diplomatiques au XVIe et XVIIe siècle, à travers des réflexions sur l'ancienne histoire de la diplomatie, surtout sur la nouvelle histoire de la diplomatie. Ensuite, je vous présenterai la figure de secrétaire diplomate par un biais particulier que je connais bien, celui des secrétaires de langue allemande pour les affaires d'Allemagne, on les appelle aussi les secrétaires d'État allemands, à Bruxelles. Et la 3e partie sera consacrée aux missions très diversifiées de ces secrétaires diplomates, en d'autres termes, à leur rôle protéiforme dans la diplomatie des XVIe et XVIIe siècles. Je vais surtout me concentrer sur la 2e moitié du XVIe siècle. Donc ces missions sont correspondre, se documenter, informer, conseiller, représenter, négocier. Et évidemment, je l'ai mis sur le côté parce que c'est un peu le commun dénominateur en fait, c'est traduire. Mais traduire dans tous les sens du terme. C'est la fonction qui est le fil rouge de toutes les activités de ces secrétaires de langue allemande à Bruxelles. Traduire dans tous les sens du terme, donc traduire au sens premier du terme, linguistique, mais aussi traduire des intentions, traduire des décisions, etc. Alors, on va voir qu'il y a beaucoup de liens entre ces différentes missions. C'est parfois très difficile de les départager. Je l'ai fait évidemment pour les besoins de la structure de l'exposé. Toutes ces fonctions et activités seront éclairées par des exemples concrets, des sources d'époque,
des questionnements critiques en lien avec ceux de notre projet commun autour de ces figures du politique à la Renaissance. Alors pour commencer, on pourrait faire une petite expérience. Je pourrais vous demander, si vous voulez, de fermer les yeux et de chercher dans votre mémoire visuelle une image qui pourrait venir illustrer pour vous le sujet, qui est le nôtre aujourd'hui, les acteurs, les pratiques diplomatiques à la Renaissance, au XVIe siècle par exemple. On peut faire l'exercice, fermer les yeux, essayer de penser à une image. Alors, certains d'entre vous, peut-être beaucoup d'entre vous, pensent probablement à ce tableau très célèbre de Hans Holbein le Jeune, qui est conservé à la National Gallery à Londres. C'est un double portrait de 2 ambassadeurs français en Angleterre, dont le commanditaire du tableau, qui s'est fait représenter donc sur ce tableau. Tableau mieux connu sous le titre « Les ambassadeurs ». Et je vous signale d'ailleurs que dans le programme annuel du Collège Belgique, c'est cette image-là qui illustre la page qui annonce notre cycle de conférences. C'est un tableau qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment à cause de ses composantes symboliques, de ses prétendus messages subliminaux. C'est un tableau fascinant, mais dont la portée est limitée quand il s'agit d'évoquer les réalités de la diplomatie au XVIe et XVIIe siècle. D'abord parce qu'il est un produit de la Renaissance au sens restreint du terme, du début du XVIe siècle. Le tableau date de 1533 et il dépeint vraiment des hommes de cette époque. Ensuite, parce qu'il donne une image réductrice du métier de diplomate. Il nous renseigne davantage en fait, sur l'image prestigieuse que ces 2 ambassadeurs ont voulu donner d'eux-mêmes et de leur activité, que sur le métier du diplomate et sur les défis au quotidien des diplomates de l'époque. En fait, nous retrouvons là la vision classique de la diplomatie au début de l'époque moderne, enfin, du XVIe, XVIIe siècle, vision classique colportée par l'histoire des relations internationales, des ambassadeurs prestigieux envoyés dans des ambassades permanentes auprès des grandes cours royales ou princières. L'émergence de la diplomatie moderne serait liée à l'affirmation de cette figure emblématique, celle de l'ambassadeur résident. Cette image cliché doit beaucoup à l'ouvrage phare de Garrett Mattingly, que vous voyez là à l'écran, l'ouvrage intitulé Renaissance Diplomacy, qui date de 1955, mais qui a connu de nombreuses rééditions jusqu'à aujourd'hui. L'étude de Mattingly a été la matrice de l'histoire de la diplomatie à la Renaissance pendant plusieurs décennies. Et ces échos résonnent jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de publications, même récentes, sur l'histoire de la diplomatie, sont en effet toujours centrées sur cette figure de l'ambassadeur permanent. Or, cette forme de diplomatie résidente est peu répandue à l'époque moderne, certainement au XVIe siècle. Elle va plus s'imposer au fil du XVIIe siècle et puis surtout au XVIIIe siècle. Et surtout au XVIe siècle, cette forme de diplomatie est l'apanage de quelques grandes puissances, celles qui ont les moyens financiers et humains d'envoyer des légats permanents et de les entretenir, en fait, dans des cours étrangères, les cours étrangères toujours les plus importantes. Et celles aussi qui ont le pouvoir, les moyens financiers et humains de recevoir dignement chez eux les ambassadeurs des autres, à savoir les monarchies françaises et anglaises, la République de Venise, la papauté. Tous les autres, la cour d'Espagne aussi entretient quelques ambassadeurs permanents, mais ils sont peu nombreux. Tous les autres se contentent d'envoyer des légats temporaires pour des missions particulières de courte durée, ou alors d'échanger des correspondances diplomatiques de manière plus ou moins intensive. Depuis quelques décennies déjà, la nouvelle histoire diplomatique tente de corriger le tir et d'enrichir le tableau de la diplomatie moderne, notamment en attirant l'attention sur une multiplicité d'acteurs et une multiplicité de stratégies aussi, de moyens de communication, de corpus de sources. Cette nouvelle histoire diplomatique, une nouvelle histoire de la diplomatie, explore plusieurs pistes, dont voici quelques grandes lignes. Donc d'abord, on fait de plus en plus de recherches sur ce qu'on appelle la diplomatie publique. Je ne vais pas m'attarder sur ce volet. Sur ces pratiques, les ressorts, notamment sur le rôle des imprimés dans la diplomatie, le rôle des cérémonies aussi. La nouvelle histoire diplomatique va de plus en plus mettre en évidence des stratégies de discours, notamment dans le cadre des conflits confessionnels et politiques des XVIe, XVIIe siècles, des stratégies
concurrentes des discours qui sont présentes aussi dans les documents diplomatiques. Elle va exprimer un intérêt croissant pour les rapports diplomatiques aussi au sein des empires coloniaux de l'époque moderne, en lien avec le développement d'une histoire globale des interconnexions. Et puis 3 éléments qui sont peut-être qui sont plus en lien direct avec mon propos aujourd'hui. La nouvelle histoire diplomatique s'intéresse aux pratiques de la diplomatie au quotidien, en complément de celle de la diplomatie de crise, qui avait tendance à retenir l'attention essentiellement, plutôt avant. Elle va s'intéresser à des sources méconnues, sous-exploitées, comme les correspondances diplomatiques, et elle va s'intéresser aux acteurs de la diplomatie qu'on pourrait considérer comme étant dans des rôles secondaires. Par exemple, les secrétaires diplomates dont nous parlons aujourd'hui. Mais une des questions, évidemment, c'est est-ce que ce sont vraiment des acteurs secondaires? Et je pense qu'on va pouvoir conclure que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors voici quelques ouvrages clés, plus ou moins récents, représentatifs de ces nouvelles approches en histoire de la diplomatie pour les périodes avant 1800. Vous avez Tracy Sowerby, Practices of Diplomacy in the Early Modern World, Moritz Eben, Louis Seeking, Beyond Ambassadors, Dorothee Goetz, Lena Oetzel, Early Modern Diplomacy, a Handbook. Juste quelques exemples. Ces nouvelles perspectives en histoire de la diplomatie à l'époque moderne font écho à un renouveau plus large de l'histoire politique. Un renouveau qui est particulièrement important pour l'étude des États modernes tels qu'ils se consolident, tels qu'ils se développent au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Un des nombreux faisceaux thématiques que cette nouvelle histoire politique va explorer, ce sont les hommes dans et derrière les institutions. On en a déjà parlé en présentant Jérémy tout à l'heure. On peut citer à titre d'exemple, pour les anciens Pays-Bas habsbourgeois, les travaux de Catherine Thomas sur, très beau titre de son ouvrage, dit que c'est le visage humain de l'administration. Un titre très parlant de cet ouvrage publié en 2014, ici à l'Académie royale de Belgique, sur les grands commis du gouvernement central des Pays-Bas espagnols, plutôt au XVIIe siècle. Il y a aussi de manière plus générale, parmi beaucoup d'autres, la publication dirigée par Cédric Michon sur Conseil et conseillers dans l'Europe de la Renaissance, ou encore, pour rester dans le domaine francophone, l'ouvrage collectif Paroles d'experts, une histoire sociale du politique Europe XVIIe, XVIIIe siècle. Et parmi ces experts, longtemps sous-estimés, au premier rang en fait de ces acteurs secondaires ou prétendus secondaires que la nouvelle histoire politique cherche à étudier, se trouvent évidemment les secrétaires. Ces nombreux hommes de plume, hommes de papier, qui ont fait fonctionner les rouages administratifs complexes des États européens et de leurs empires coloniaux, au jour le jour, méritent certainement notre intérêt. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'études récentes qui leur sont consacrées et qui montrent leur rôle dans l'ombre, au service des gouvernants, un rôle qui ne se limite pas à celui de gratte-papier, de simples reproducteurs, transmetteurs, gardes de l'information. Beaucoup d'entre eux remplissent en effet des fonctions multiples au gré de leur carrière souvent longue, et certains endossent même d'importantes responsabilités au cœur de l'État. On peut citer comme parmi ce renouveau des ouvrages sur les secrétaires, l'ouvrage collectif Secretaries and Statecraft in the Early Modern World, l'ouvrage de Nicolas Chapira sur maître et secrétaire, l'exercice du pouvoir dans la France d'Ancien Régime, et last but not least, celui de Jérémy Ferrer-Berthomeu, l'initiateur de notre cycle de conférences, L'État à la lettre, écrit politique et société administrative en France, au temps des guerres de religion vers 1560, vers 1660. Mais qu'en est-il au juste de cette figure particulière que sont les secrétaires diplomates? Cette catégorie particulière de secrétaires qui est donc au cœur de mon propos. Alors pour le dire de manière très abrégée, ce sont des secrétaires qui remplissent aussi ou surtout des fonctions de nature diplomatique. Ils sont nombreux au XVIe, XVIIe siècle, mais l'histoire de la diplomatie leur a accordé peu d'intérêt jusqu'à présent. Justement parce qu'elle a été un peu trop focalisée sur la figure de l'ambassadeur permanent. Le terme composé de secrétaire diplomate a été forgé
Au cours de discussions, notamment avec Jérémie Ferrer-Barthomeu, mais aussi avec Aurélien Destin, qui est présent ici, un jeune chercheur qui vient de commencer une recherche doctorale sous ma direction et qui va travailler sur différents types de secrétaires au service de l'Espagne, des Pays-Bas espagnols, pendant et après la guerre de 30 ans. Alors, il y a beaucoup d'acteurs de la vie politique des États européens au XVIe, XVIIe siècle qui peuvent être décrits, étudiés comme des secrétaires diplomates, parce qu'ils remplissent, du moins partiellement, les deux rôles, le rôle de secrétaire et le rôle de diplomate. Et souvent, ces deux fonctions sont indissociables. Mais mon exposé à moi va se concentrer sur une catégorie encore bien particulière de secrétaires diplomates, celle que je connais bien parce qu'elle a été un peu quand même au centre de mes recherches doctorales il y a quelques années déjà. Et c'est aussi une figure que j'ai envie de vous faire connaître parce que je trouve qu'elle n'est pas assez connue. Ce sont les secrétaires de langue allemande à Bruxelles. On les appelle les secrétaires pour les affaires d'Allemagne ou, si on reprend le terme plus archivistique, le secrétaire d'État allemand. Malheureusement, aucun de ces secrétaires n'a laissé de traces iconographiques de son existence et de sa mission, pas à ma connaissance en tout cas. J'ai donc choisi de vous montrer ce magnifique et célèbre portrait d'un secrétaire de Charles Quint que nous devons à Bernard von Orley et qui est conservé pas loin d'ici au musée des Beaux-Arts à Bruxelles. Il montre un homme de la première moitié du XVIe siècle, un homme en représentation, un professionnel doté de son matériel, concentré sur sa tâche, conscient de son rôle, soucieux aussi de l'image qu'il donne de lui-même et que l'artiste fixe sur le tableau pour la postérité. Alors Jérémie Ferrer-Barthomeu étudie en profondeur l'iconographie des hommes de plume à l'époque moderne et pourrait nous en dire beaucoup, je pense, sur ce tableau. Mais bon, là, on va se contenter de la force illustrative de cette image et revenir au sujet principal de la conférence, qui sont les secrétaires de langue allemande à Bruxelles. Alors, les gouverneurs généraux des Pays-Bas emploient des secrétaires connaissant la langue allemande à partir des années 1530, tout comme ils font appel en fait, à d'autres officiers pour leur connaissance d'autres langues, l'espagnol notamment, de l'italien. Puis la création des conseils collatéraux, la diversification, l'amplification des moyens d'action du pouvoir central, le rôle croissant aussi de la diplomatie, vont rendre les services de traduction de plus en plus nécessaires. Et c'est particulièrement le cas pour les relations entre les Pays-Bas et le Saint-Empire à cause de relations séculaires, à la fois de nature féodale, de nature juridique, économique aussi. Les premiers secrétaires allemands, qui ne sont pas nécessairement d'origine allemande ou autrichienne, et dont la langue maternelle n'est pas toujours l'allemand d'ailleurs, travaillent pour le conseil privé et effectuent des traductions à titre subsidiaire. Nous avons des noms, par exemple Jean Franco, mais il y en a d'autres, qui traduisent la correspondance allemande en français, qui rédigent des lettres destinées à des correspondants dans le Saint-Empire et qui effectuent même des ambassades sporadiques. Et puis, en 1548, le statut juridique du cercle de Bourgogne, dans le cadre du Saint-Empire, est redéfini. Le cercle de Bourgogne réunit les Pays-Bas habsbourgeois et la Franche-Comté habsbourgeoise. Donc, font partie, en tant que cercle de Bourgogne, du Saint-Empire. Et la transaction d'Augsbourg de 1548 va redéfinir ce statut juridique et c'est les relations constitutionnelles entre le cercle de Bourgogne et le Saint-Empire. Et là, la nécessité de contacts réguliers avec le Saint-Empire va se faire sentir encore plus fortement. Donc, les liens constitutionnels sont clarifiés à ce moment-là à la faveur du cercle de Bourgogne, qui n'est par exemple plus soumis à la législation impériale. Mais ce cercle de Bourgogne envoie toujours des représentants aux diètes et il envoie toujours des assesseurs à la Chambre impériale de justice. Il doit aussi s'acquitter de certains impôts, notamment de la Türkensteuer, l'impôt destiné à financer les guerres contre les Ottomans. Et il peut, en contrepartie, du moins de manière théorique, compter sur la protection de ses voisins allemands en cas d'agression venant de l'extérieur. Alors, c'est la fin du règne de Charles Quint qui approche et l'annonce évidemment de l'éclatement de la dynastie entre Habsbourg d'Espagne, gouvernant notamment dans les Pays-Bas, et Habsbourg d'Autriche, régnant sur les possessions familiales habsbourgeoises dans le sud-est de l'Empire,
et par l'exercice de la fonction impériale, d'une certaine manière, sur tout le Saint-Empire. Et cet éclatement qui s'annonce ajoute à l'urgence de créer une institution spécialisée, qui pourrait un peu servir aussi de courroie de transmission entre ces différents territoires. Et donc, on va créer officiellement cette fonction de secrétaire d'État allemand. Et la création formelle du bureau va en fait de pair avec la nomination officielle du premier secrétaire d'État allemand officiel, qui est Urban Scharberger ou Scharenberg, comme premier secrétaire, à titre exclusif pour la langue et les affaires allemandes. Et sa nomination a lieu le 24 décembre 1553. Je vais vous lire, c'est peut-être un peu... Oui, juste le cercle de Bourgogne, c'est en rouge, en fait, tout à fait à gauche sur la carte, avec, vous voyez, le duché de Luxembourg qui est un peu à part, et en dessous, la Franche-Comté autour de Besançon. Alors, vous avez d'abord la titulature de Charles Quint, donc Charles par la divine Clémence, empereur des Romains, et tous ces titres. Puis en plus gras, mais je pense que vous ne voyez pas bien la différence, savoir faisant que pour la bonne relation que faite nous a été de la personne de notre bien-aimé Urban Scharberger, secrétaire allemand de notre très chère et très aimée sœur, la reine douairière de Hongrie, et de ses sens, idoineté, suffisance et expérience en fait de secrétariat en langue allemande, même pour considération des longs et continuels services qu'il a fait à notre dite sœur la reine, et aussi à nous en nos affaires d'État, etc., avons retenu et commis, retenant et commettant par ceste présente notre secrétaire pour dorénavant nous servir en y celui État en la dite langue allemande. La suite de cette lettre de nomination nous apprend que Scharberger doit toucher une pension annuelle de 200 livres, à laquelle s'ajoutent 100 livres pour la rémunération d'un adjoint, des fonds supplémentaires pour des frais de voyage, etc., des frais exceptionnels. Ces émoluments sont comparables à ceux d'autres officiers importants au service du gouvernement central des Pays-Bas habsbourgeois à Bruxelles. Et le roi Philippe II va d'ailleurs le confirmer avant son départ vers l'Espagne en 1559. Lorsque Charles Quint nomme officiellement Scharberger pour nous servir dans cet état en langue allemande, fin 1553, Scharberger a déjà plusieurs années de service à son actif. Il a principalement servi à la cour de Marie de Hongrie, donc la gouvernante des Pays-Bas, qui a gouverné les Pays-Bas, qui a été gouvernante générale des Pays-Bas pour son frère Charles Quint entre 1531 à 1555. Et on ne sait pas beaucoup de choses de sa vie. On sait qu'il est originaire de Haute-Autriche, qu'il est probablement venu à Bruxelles dès les années 1530, donc comme enfant, comme enfant, avec d'autres membres de sa famille, une famille de la moyenne noblesse de Haute-Autriche, dans l'entourage proche de l'empereur. Et là, évidemment, on peut poser la question qui a aussi été évoquée hier, la question de la formation. Et on n'en sait pas grand-chose. Comment est-ce qu'il est devenu cet homme dont on va parler, ce secrétaire, diplomate très compétent, très actif. Comme le suggère la suite de sa lettre de nomination, ses premières tâches sont liées à la gestion des troupes mercenaires de langue allemande qui sont mobilisées dans les guerres de Charles Quint contre la France. On a parlé aussi hier des armées. Il fallait des personnes pour gérer ces armées, et ça faisait partie des premières missions de Scharenberg. Le roi Philippe II va confirmer le secrétaire d'État allemand dans ses fonctions le 25 avril 1556, compte tenu, comme il est écrit dans la lettre, de son travail jugé très satisfaisant, de ses excellentes connaissances linguistiques, de sa réputation d'homme intelligent aussi. Pour le bon rapport que fait nous a été de ses sens, idoineté, suffisance, expérience de la langue allemande. En fait, Scharberger va rester en poste pendant près de 3 décennies supplémentaires, jusqu'à sa mort inopinée en octobre 1579, à l'âge de plus ou moins 55 ans. Juste pour attirer votre attention sur sa signature, vous voyez bien que lui, il écrit Scharberger et pas Scharenberg. Après, on retrouve parfois les deux noms. Et il signe Untertäniger Gehorsamer Diener, donc serviteur soumis et obéissant. En 1574, Scharberger va épouser Marie de Halmal, un mariage tardif donc, issu d'une famille influente de la métropole commerciale d'Anvers. Et leur fils unique va servir l'archiduc Ernest, qui sera gouverneur général plus tard, gouverneur général des Pays-Bas espagnols. Donc ça, c'est après Alexandre Farnèse, dont on a parlé hier.
en 1594-95. Donc, on pourrait dire que l'histoire de Scharberga, c'est aussi l'histoire d'une migration réussie entre le Saint-Empire et les Pays-Bas. Une migration qui a finalement culminé avec l'intégration de cet homme et de sa famille dans l'élite sociale et politique de l'époque. Mais il était plus que ça, il avait une renommée au-delà des frontières. Et ça, c'est quelque chose qui est confirmé par le fait que sa mort va être annoncée dans les Fugger-Zeitungen. C'est des journaux manuscrits des Fugger, la dynastie commerçante d'Augsbourg, qui fait circuler dans toute l'Europe des journaux manuscrits avec des nouvelles. Et dans un de ces journaux, daté donc du 21 octobre 1579, on va annoncer la mort du secrétaire Scharberger. Et ça confirme en fait que sa réputation sa réputation comme acteur important de la diplomatie espagnole, des Pays-Bas espagnols, avait pris une dimension européenne. Le remplacement de Scharberger, donc qui est mort de manière assez inopinée, je vais laisser encore un peu l'image. Le remplacement, après cette mort inattendue, va s'avérer une tâche difficile. Philippe II confie au gouverneur général Alexandre Farnèse, dont on a entendu parler hier, le soin de recruter un successeur assez rapidement, un successeur pour ce fonctionnaire expérimenté, polyglotte, devenu en fait presque irremplaçable. En fait, Scharberger s'est distingué par sa maîtrise active, très efficace, d'au moins trois langues, donc l'allemand évidemment, le français, et aussi, probablement dans une moindre mesure, mais quand même, l'espagnol. Il a par ailleurs évidemment acquis beaucoup d'expérience pendant les 3 décennies comme secrétaire d'État allemand officiel, et puis déjà ses premières années. Et donc il est devenu un rouage important du gouvernement central des Pays-Bas espagnols. Et en comparaison, on peut dire quand même que les attentes du roi d'Espagne qu'il a par rapport à un successeur semblent assez minimales. On pourrait dire, finalement, il y a trois éléments importants: bilinguisme, français-allemand, catholicité et loyauté. C'est quelque chose qu'on peut lire dans la deuxième citation, qui est donc un extrait de la lettre de Philippe II à Alexandre Farnèse, où il parle du remplacement de ses secrétaires, pour avoir en son lieu quelques secrétaires allemands, hommes de bien catholiques, qui soient pour faire le service et duquel l'on se puisse confier. Et quelques mois plus tôt, Scharberger a eu du mal lui-même à trouver un remplaçant à son commis, à son adjoint. Son adjoint de longue date, qui s'appelle Laurent Ganzenmüller, qui est mort aussi de manière inopinée en été 1579. Et là, Scharberger a écrit à Alexandre Farnèse, qui venait de prendre les rênes du gouvernement des Pays-Bas, pour lui faire part de sa recherche presque désespérée de bons secrétaires adjoints. Il dit qu'il ne peut pas engager les candidats les plus appropriés, soit parce qu'il manque d'expérience, soit pour des raisons confessionnelles. Les catholiques qui connaissent bien la langue allemande ne connaissent pas le français, et en plus, beaucoup demandent un salaire trop élevé, parce qu'ils n'ont pas envie de quitter leur terre pour rejoindre Bruxelles, pour servir le roi d'Espagne. Je n'ai su encore recouvrer, donc ça c'est la première citation, je n'ai su encore recouvrer personne idoine et qualifiée, tant à cause de la religion, il ne s'agit pas évidemment d'engager un protestant, que de l'expérience des affaires. Et combien que j'ai recouvert aucun catholique est autrement suffisante en ce qui touche la langue allemande, si et ce qu'ils sont ignorants de la langue française, et ne veuillent s'absenter de leur patrie sans grande gaige et entretènement. Donc il n'est pas facile, apparemment pas facile, de trouver dans le Saint-Empire des secrétaires bilingues, français-allemand, efficaces et désireux de servir le roi d'Espagne. L'intense activité de la secrétaire d'État allemande va néanmoins se poursuivre pendant les décennies suivantes, les dernières décennies du XVIe siècle, puis sous le gouvernement des archiducs Albert et Isabelle, et pendant la guerre de 30 ans. Les successeurs de Scharberger sont entre autres Dronkmann, Haberstock, Hohenstein. On ne connaît pas beaucoup de choses sur eux, Hütter, Fleckhammer, etc. Et beaucoup d'entre eux sont originaires du Saint-Empire et la plupart restent en service juste quelques années, 3, 4 ans, 5 ans. Donc, contrairement à Scharberger qui est resté très longtemps. Et puis arrive Arguello, Suarez de Arguello, qui lui est le premier secrétaire d'État allemand qui n'est pas d'origine, plutôt germanique, mais qui est d'origine portugaise, espagnole.
et qui va rester beaucoup plus longtemps aussi, une vingtaine d'années. Et puis Jean-Baptiste Huard, qui reste une dizaine d'années et qui est originaire du duché de Luxembourg, donc aussi bilingue français-allemand. Le milieu du XVIIe siècle voit l'ascension de la famille Föller, dont 3 membres vont occuper la fonction de secrétaire successivement jusqu'au début du XVIIIe siècle. Et la fonction n'échappe pas à ce phénomène répandu à l'époque, des charges héréditaires, des charges qui deviennent héréditaires, qui restent dans une même famille. Sous l'ère des Föller, le bureau va connaître un déclin lent, mais irréversible. La correspondance régulière avec les Allemagnes n'est plus une priorité pour les autorités espagnoles après 1648-1659, les traités de paix qui mettent un terme à la guerre de 30 ans puis aux guerres entre Espagne et France. Alors après, évidemment, le passage des Pays-Bas méridionaux sous la domination des Habsbourg d'Autriche au début du XVIIIe siècle va accentuer cette évolution. Et le titre de secrétaire pour les affaires allemandes n'est plus qu'honorifique, et en 1729, le dernier titulaire n'est tout simplement plus remplacé. Alors, une des questions sous-jacentes, finalement, à notre exploration collective des figures du politique au XVIe, XVIIe siècle, est celle de la représentation, et quelque part aussi de l'auto-représentation. Quelques éléments que j'ai évoqués nous renseignent sur la manière dont un secrétaire diplomate comme Urbain Scharberger est vu par ses contemporains, notamment les avis de ses supérieurs, ses employeurs, mais aussi le fait qu'il est dans les journaux des fougueurs, etc. Malheureusement, nous n'avons presque pas d'indication sur la perception qu'il a lui-même de ses fonctions, qu'il a lui-même de cette mission de secrétaire diplomate. Pour connaître Scharberger au plus près, nous devons nous intéresser moins à ce qu'il est ou à l'image qu'il veut donner de lui-même qu'à ce qu'il fait, comme secrétaire, comme diplomate, comme secrétaire diplomate, au jour le jour, dans cette diplomatie quotidienne, mais aussi de manière plus exceptionnelle. Et donc, dans la suite de la conférence, nous allons tenter de mieux comprendre, se mettre en information et en action politique. C'est le titre que j'ai choisi de donner à cette conférence aussi pour explorer les liens entre ces deux volets finalement de son travail. Sans perdre de vue que Scharberger est à la fois un cas assez exceptionnel et un cas représentatif de la figure du secrétaire d'État allemand, mais aussi de manière plus générale du secrétaire diplomate. Alors c'est un cas exceptionnel par sa longue carrière, par l'envergure de ses activités, par la qualité de la documentation qu'il a laissée, mais il est aussi représentatif de cette figure particulière de secrétaire diplomate qu'est le secrétaire d'État allemand à Bruxelles. Donc il ne s'agit pas de faire une étude sur un individu, mais d'étudier cet individu comme un représentant particulièrement intéressant d'une catégorie, de cette figure qui fait partie des figures qu'on a décidé d'étudier dans ce cadre-ci. Donc regardons de plus près les différentes missions des secrétaires diplomates au XVIe, XVIIe siècle à travers l'exemple notamment de Urbain Scharberger. Correspondre, se documenter, informer, conseiller, représenter, négocier, traduire. Alors d'abord correspondre. Les secrétaires sont principalement chargés des correspondances politiques avec l'empereur et son entourage, avec les institutions impériales, donc les diètes, la Chambre impériale de justice, et avec les nombreux États allemands. Il y en a beaucoup, et on le voit sur cette carte qui est plus tardive, qui montre le Saint-Empire à l'aube de la guerre de 30 ans, mais on voit bien le morcellement, on voit bien qu'il y en a beaucoup. Et on entretient des relations avec quand même la plupart de ces États. Les princes laïcs, ecclésiastiques, mais aussi les villes, les abbayes du Saint-Empire romain germanique. S'y ajoutent des échanges épistolaires moins développés, c'est quelque chose qui n'est pas très connu d'ailleurs, avec les monarchies scandinaves, des relations qui se font en allemand, avec le roi du Danemark, le roi de Suède. Et la secrétariat d'État allemande va aussi correspondre à un niveau plus individuel avec plusieurs types de personnes, des nobles, des commerçants, des ecclésiastiques, par exemple pour des recommandations, des intercessions, etc. En dehors de la correspondance diplomatique proprement dite, ces secrétaires sont en contact régulier avec les assesseurs des Pays-Bas, du cercle de Bourgogne à la Chambre impériale de justice à Spire. Ils rédigent leurs instructions,
Il rédige aussi les instructions à l'intention des délégués des Pays-Bas aux Diètes et aux autres assemblées impériales, puis ils échangent avec eux pendant toute la durée de leur mission. En outre, Scharberg et ses successeurs jouent un rôle central dans l'administration des troupes mercenaires de langue allemande qui servent les Habsbourg d'Espagne dès les années 1540, les guerres contre la France, jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Les secrétaires et leurs commis expédient de nombreuses commissions pour les chefs militaires, des brevets de recrutement, des ordres de paiement, des instructions de toutes sortes aux contingents se trouvant dans le Saint-Empire ou en provenance de celui-ci. Et c'est vraiment cette correspondance militaire, cette correspondance de gestion militaire est un enjeu capital de toute cette machine diplomatique et administrative. Hier, nous avons insisté, notamment dans les discussions, sur les liens importants entre priorités militaires et questions politiques. Ici aussi, voilà, on a dans cette fonction le mélange de ces deux grands enjeux en fait, de l'époque. Les tâches des secrétaires de langue allemande à Bruxelles englobent toutes les étapes de la correspondance, depuis la réception des lettres en provenance du Saint-Empire romain germanique, jusqu'à la rédaction, l'envoi de lettres de réponse ou d'autres lettres aux différents correspondants allemands. Leur travail quotidien consiste à apposer des sceaux, des contreseins, à tenir des registres, parfois même des inventaires, ce qu'on pourrait comparer à des inventaires, mais aussi à faire des copies, des résumés en allemand ou en français, des traductions de l'allemand vers le français ou vers l'espagnol, du français respectivement de l'espagnol vers l'allemand, dans tous les sens, traduction dans tous les sens. Alors les résumés servent à informer le gouvernement central, notamment les gouverneurs généraux, des contenus des lettres qui arrivent du Saint-Empire, des enjeux des relations diplomatiques. Et ils servent aussi à déterminer avec le gouvernement central, avec les gouverneurs généraux, quelle suite donner à ces lettres, comment répondre, quelles attitudes adopter face aux correspondants allemands. Alors voici quelques exemples tirés de la correspondance avec les ducs de Bavière. Enfin, les premiers exemples, en tout cas, sont tirés de cette correspondance. Donc là, vous voyez un original en provenance du Saint-Empire. Il y en a même deux, en fait, avec toute la lettre. Et puis à côté, vous avez une autre lettre avec la signature orthographe du duc de Bavière, donc Albert V, Albrecht V de Bavière. Et vous avez ici... Non, ça ne marche plus. Si. Un autre original aussi en provenance de la Bavière. C'est un original qui a été chiffré. Donc vous voyez, il y avait des parties qui étaient écrites en chiffres et que le secrétaire Scharberg a déchiffré. Donc au-dessus des parties chiffrées, vous avez la solution en fait. Ça qui est très bien évidemment pour les historiens parce qu'on ne va pas essayer de nous-mêmes déchiffrer. Elles ne sont pas toutes comme ça, parfois il y en a qui ne sont pas déchiffrées. Et puis Scharberg prépare la réponse, il prépare une minute. On pourrait dire que c'est comme un brouillon, si vous voulez, qui va soumettre à la gouvernante, si c'est... Oui, non, c'est le ductal, donc 1570, qui va soumettre au gouverneur pour demander, voilà, qu'est-ce que je dois répondre, est-ce que c'est bon, est-ce que je... voilà, et donc il la prépare, mais il prépare déjà en marge les parties chiffrées. Donc il y a certaines parties qui vont être chiffrées dans l'original qui va envoyer en réponse en Bavière. Notamment, vous voyez, c'est les mots qui concernent le katholische Religion, etc. Donc Augsburgische Konfession, donc les luthériens, etc. Les passages délicats, on va dire, vont être chiffrés. Il a fait une lettre à partir de cette minute. Et cette lettre originale se trouve à Munich aux archives, parce qu'elle est évidemment envoyée en Bavière, et donc aujourd'hui, elle se trouve en Bavière aux archives. Puis en plus, il va écrire, il va recopier la lettre qu'il a envoyée dans un registre. Donc on garde des copies, en fait, mises au propre de toute la correspondance qui est expédiée. On n'a pas tout conservé, mais on voit bien à travers ce qui reste ces pratiques de secrétairerie. La maîtrise de l'art de coder, donc de décoder, fait évidemment partie des compétences d'un secrétaire diplomate comme Scharberger. Alors voici un autre élément, mais qui n'a plus rien à voir avec la Bavière. Je vais revenir sur ce document après, mais c'est juste pour vous montrer. C'est un résumé en français,
rédigé pour les besoins de la gouvernante générale Marguerite de Parme en mai 1567, parce qu'il faut l'informer de quelque chose, d'une ambassade en provenance du Saint-Empire, et on va le faire en français évidemment parce qu'elle ne comprend pas le document original en allemand, et on lui fait la substance de la proposition faite à son Altesse par les députés des aucun électeur et prince d'Allemagne. Donc cette notion de substance, c'est intéressant parce que c'est à la fois une traduction, mais aussi un résumé, en fait, une forme de sommaire du document original en allemand. Au début de son mandat officiel, Scharberger peut compter sur l'aide de Paul Pfinzing von Henfelfeld, qui est originaire de Nuremberg et secrétaire personnel de Charles Quint depuis 1550. Vous voyez sa signature autographe là. Mais en 1559, Pfinzing accompagne Philippe II à Madrid, où il se charge de la correspondance en langue allemande, donc du roi d'Espagne, jusqu'à sa mort en 1570. Les deux secrétaires diplomates continuent à collaborer à distance. Ils s'échangent des informations, se partagent parfois le travail aussi. Par exemple, pendant les premières années des troubles des Pays-Bas, donc les années 1566-1569, lorsqu'il s'agit d'envoyer le plus rapidement possible un nombre important de lettres en direction du Saint-Empire, ils se partagent le travail. On voit clairement dans leur documentation, ils disent, voilà, Pfinzing dit à Scharberger, j'ai besoin qu'on m'aide pour écrire toutes ces lettres, pour que les lettres arrivent le plus rapidement possible, à bonne destination. Et ces lettres vont notamment s'atteler à légitimer la politique de répression de Philippe II dans les Pays-Bas, et Philippe II et de ses gouverneurs généraux, mais vont aussi servir à obtenir l'accord des princes allemands pour la levée massive de troupes de mercenaires en Empire, pour la riposte en fait contre cette révolte des Pays-Bas qui se déploie. Alors ce que vous voyez là, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez, peut-être que vous avez visité, c'est le despacho de Philippe II à l'Escorial, qui est considéré comme le centre névralgique du gouvernement, mais aussi de la diplomatie du roi d'Espagne, Philippe II, parfois décrit comme le roi de papier, le rey de papel. Et Pfinzing et Scharberger jouent un rôle en fait dans cette machine administrative de gestion politique, mais aussi de diplomatie. Ensemble, Pfinzing et Scharberger, deux fidèles serviteurs de ce roi des papiers, sont au cœur de ce qu'on pourrait désigner ce qu'on pourrait qualifier d'un triangle diplomatique qui relie l'Espagne au territoire du Saint-Empire. On peut aussi parler de la Via des Flandes. Et donc ça veut dire qu'en fait il y a des lettres qui arrivent du Saint-Empire, qui arrivent à Bruxelles, et que le secrétaire, le bureau d'ici va expédier vers l'Espagne. Donc Bruxelles va servir de plaque tournante, on va dire, de courroie de transmission, et la même chose dans l'autre sens. Lettres de l'Espagne qui passent par Bruxelles pour être expédiées vers le Saint-Empire. Il y a aussi toute une partie de la correspondance qui reste à Bruxelles, donc qui se fait uniquement entre le Saint-Empire et les Pays-Bas. Et puis cette voie, qu'on appelle la Via des Flandes, coexiste avec une autre voie qui est beaucoup plus connue, mieux étudiée, qui est la Via d'Italia, qui relie directement le Saint-Empire à l'Espagne par les Italies, par la Méditerranée, mais qui concerne surtout les rapports entre la cour impériale, tous les Habsbourg d'Autriche, avec les Habsbourg d'Espagne, avec la cour royale à Madrid ou ailleurs en Espagne. L'intense activité de Scharberger et de ses successeurs peut être divisée en deux grandes catégories finalement, des catégories qui se recoupent. D'un côté la diplomatie quotidienne et d'un autre côté la diplomatie de crise. La diplomatie quotidienne a été systématiquement sous-estimée, comme j'ai déjà dit, par les courants traditionnels de l'histoire politique et diplomatique qui ont eu et qui ont encore tendance à privilégier les grands événements, les moments de crise en fait, et les moments de négociation en temps de crise. Et quand on examine de plus près les volumineuses correspondances des gouverneurs généraux et de leurs secrétaires de langue allemande avec les nombreux membres du Saint-Empire romain germanique, on arrive à voir un certain nombre de schémas thématiques. Alors, pour la diplomatie quotidienne, qui va nous intéresser en premier, donc quelles sont les priorités finalement de cette diplomatie au quotidien, principalement d'entretenir des relations de bon voisinage, des relations régulières, amicales,
faire avancer les affaires dynastiques, parfois aussi en s'enquérant de l'état de santé de ses correspondants, promouvoir aussi des mariages, etc. Promouvoir la prospérité générale par la préservation interne de la paix, du Landfrieden, réprimer toute forme de désobéissance, on va parler de Ungehorsam, désobéissance, et en tout cas pour les rapports avec les correspondants catholiques, défendre la foi catholique. Et un autre point important va être l'échange de nouvelles fraîches et fiables entre les correspondants, qui constitue vraiment une priorité, et je vais y revenir. Donc vous voyez, voilà, bon voisinage, amitié entre princes, bonne communication réciproque, gute Kommunikation, question dynastique, prospérité, bien commun, paix interne du Saint-Empire, défense de la religion catholique, répression contre la désobéissance. Les secrétaires d'État allemands, à commencer par Scharberger, tiennent des registres, comme je l'ai déjà dit, des recueils dans lesquels sont copiées toutes les lettres qui partent de Bruxelles en direction du Saint-Empire. Certains de ces registres comportent des formes anciennes d'index, de tables des matières. En quelque sorte, ces secrétaires sont les premiers archivistes de leur propre activité. Évidemment, ils ne pensaient pas aux historiens que nous sommes en s'adonnant à de telles pratiques. Ça avait vraiment une utilité bien précise, un ensemble d'utilités. La documentation accumulée au fil des ans doit surtout aider à fonder des revendications, à étayer les connaissances, aussi à proposer des stratégies, bref, à mobiliser le passé, les savoirs du passé pour influer sur l'avenir. C'est assez flagrant dans les papiers de l'administration militaire, mais aussi dans les nombreux volumes qui reprennent de manière systématique les actes des diètes. Et puis un autre type de document qui doit retenir notre attention, ce sont ce qu'on appelle les éphémérides. Les éphémérides, ce sont les papiers de travail personnels des secrétaires d'État allemands. Si vous avez la page de couverture du volume 73 qui reprend les éphémérides de Scharberger des années 1560 à 1568. Et vous voyez, ça a été relié au XIXe siècle, comme beaucoup de liasses d'archives, de ce fonds d'archives. Et cette documentation professionnelle de Scharberger comporte plusieurs volumes, en fait. C'est une source très importante pour l'étude des interactions diplomatiques et aussi pour la manière dont fonctionnaient ces acteurs clés que sont les secrétaires diplomates au XVIe siècle. Donc un volume qui est là et qui comporte notamment des instructions de Pfinsing, donc le secrétaire d'État, les secrétaires allemands pour la langue allemande à Madrid, sur l'envoi en direction des Allemagnes de toute une série de lettres promouvant le service dans les armées du roi d'Espagne, pour essayer de recruter des troupes. Relation particulière de la résolution de Sa Majesté quant aux affaires d'Allemagne. Ça, c'est écrit sur le revers du document. Scharberger va exceller dans la collecte, le traitement, la transmission d'informations. Son multilinguisme lui permet de correspondre avec plus d'informateurs que d'autres, de recueillir des nouvelles de plusieurs endroits en plusieurs langues. Donc il y a des documents en allemand, évidemment, en français, en espagnol, mais aussi en italien, par exemple, et de devenir ainsi l'un des hommes les mieux informés des Pays-Bas et probablement de toute l'Europe. En tant que tel, il est évidemment un conseiller précieux, et là on voit les liens entre information et conseil, pour le gouvernement central. Surtout pour les affaires allemandes, mais pas uniquement. Il est aussi très, très bien documenté, très bien informé sur les guerres de religion françaises, par exemple, et sur les conflits en Méditerranée, etc. Alors ce document, je ne résiste pas à vous le montrer parce que je trouve que le titre il est vraiment étonnant, il est presque surréaliste. C'est un document parmi d'autres qui reprend des nouvelles de Strasbourg, de 1575. Mais le titre donc dit « Extrait des aucunes advertences qu'un personnage de qualité a écrit un autre personnage d'autorité, en date du 7e de juillet 1575 ». Donc on ne sait pas de qui ça vient et à qui il a écrit, mais ce sont des nouvelles qui circulent et donc il valent la peine qu'on s'y attarde. Et évidemment, ces échanges d'informations, ces échanges d'advertences sont régis par le principe de réciprocité. Vous recevez des informations d'un correspondant, mais vous devez lui en envoyer aussi en guise de merci, dans cette relation de donnant-donnant.
Les échanges bilatéraux de nouvelles et d'informations sont considérés comme une preuve, un gage d'amitié, vraiment comme un fondement de cette amitié diplomatique qu'il faut entretenir. Ils sont vraiment au centre de la diplomatie quotidienne, c'est cette notion de bonne communication. Et vous avez ici un document qui met en fait en évidence le mot de communication. C'est un extrait de la correspondance avec le duc de Bavière. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ces nouvelles? Une nouvelle qu'on va notamment trouver dans les éphémérides de Scharberger, mais aussi dans d'autres volumes, ici aux archives, mais aussi dans les volumes des correspondants en Empire, qu'on va avoir des archives aujourd'hui là-bas. On va trouver des nouvelles sur des sujets comme les troubles, la guerre dans les Pays-Bas, les guerres de religion française, qui sont vraiment omniprésentes, comme un sujet d'actualité à l'époque, la situation politique et religieuse en Empire, les ennemis à surveiller, des alliés à courtiser, les informations, beaucoup d'informations de nature militaire, qui lève quelles troupes, où, les déplacements de troupes, parfois des problèmes de mutinerie, d'armées qui font des ravages parce qu'elles ne sont pas bien payées, on en a parlé hier. Donc tout ça se retrouve dans ces informations qui transitent en fait entre les différents endroits, notamment entre les différents territoires du Saint-Empire et les Pays-Bas. Dans le Saint-Empire, nombreux sont ceux qui comptent sur Scharberger pour obtenir des informations fidèles, fiables, notamment par rapport aux troubles dans les Pays-Bas, mais aussi par rapport à des questions de mobilité des armées au service du roi d'Espagne, etc. En échange, le secrétaire d'État allemand reçoit des informations utiles de ses correspondants allemands sur les troupes que vont lever les adversaires du roi d'Espagne en Empire, notamment Guillaume d'Orange, qui lui aussi va finir par lever des troupes de mercenaires à partir de 1567-1568. Donc c'est évidemment important d'être informé rapidement de ce qui se passe dans le camp ennemi. Je vais vous montrer des exemples tirés à nouveau de la correspondance avec les ducs de Bavière, parce que j'ai un peu étudié cette question. Je suis retournée aux archives à Munich pour voir les documents. Et là, c'est évidemment une relation de confiance mutuelle entre les gouverneurs généraux des Pays-Bas et le duc de Bavière, une relation particulièrement proche entre deux puissances catholiques qui partagent souvent les mêmes priorités. Il y a même un document qui dit que le duc de Bavière est le meilleur ami du roi d'Espagne en Empire. Les secrétaires de Bruxelles et de Munich partagent avec leurs correspondants en Bavière des copies, des traductions de journaux, d'avvisi, comme on dit en italien, Zeitungen en allemand, qui circulent dans leurs réseaux respectifs. Ces nouvelles sont généralement jointes aux lettres diplomatiques. Les lettres vont les annoncer, les commenter brièvement et demander en contrepartie l'envoi d'autres informations récentes, donc selon ce principe de la réciprocité. Alors parmi les sujets qui vont être fort présents, il y a toutes les nouvelles de la Méditerranée, en particulier des guerres contre les Turcs, qui font vraiment partie des informations qui alimentent très régulièrement la correspondance avec plein de correspondants, mais notamment avec le duc de Bavière. Et hier, on a parlé de Lépante. Lépante, c'est vraiment un événement médiatique qui, comme le dit Pettigrew, en fait, Andrew Pettigrew, qui envoie les répercussions aussi dans les échanges de journaux, à Visi, dans le cadre des relations diplomatiques. La politique religieuse interne du roi d'Espagne donne également lieu à de nombreux échanges d'informations, et notamment la question des mourisques, qui vont se soulever contre le roi d'Espagne, refusant ces politiques d'assimilation. En juillet 1569, le duc de Bavière demande au duc, je ne vais pas lire la citation, juste vous montrer, il va demander au duc d'Albe des nouvelles fiables de la révolte des Morisques à Grenade. Il dit qu'il a reçu beaucoup d'informations, mais beaucoup de nouvelles contradictoires, et qu'il ne sait plus très bien qui croire, quoi croire. Il se tourne donc vers le gouverneur général, le représentant officiel de Philippe II aux Pays-Bas, donc quelque part quelqu'un qui a un lien direct avec le roi, pour avoir des éclaircissements sur cette situation, sur cette révolte des Morisques. Et donc, au courant des semaines suivantes, c'est ce qu'il fait dans cette lettre, et au courant des semaines suivantes, le duc d'Albe envoie à Albert de Bavière des informations fraîches, il dit c'est frais, et surtout des informations réjouissantes sur les événements survenus en Espagne, parce qu'il va notamment l'informer de la défaite des Morisques à Grenade. La suite de la correspondance évoque encore plusieurs fois cette question des Morisques.
Et dans une lettre de septembre 1569, Albert V remercie le duc d'Albe pour les nouvelles concernant 2 guerres, celle contre les Morisques et celle qui sévit en France. En effet, les guerres de religion françaises, comme je l'ai déjà dit, les inquiétudes partagées quant à leur évolution sont vraiment au centre de beaucoup de correspondances diplomatiques. Marguerite de Parme, le duc d'Albe, envoie régulièrement des nouvelles à Munich. On les retrouve aujourd'hui dans les archives là-bas. Et Albert de Bavière leur rend l'appareil lorsqu'il dispose d'informations récentes. À partir du début des années 1560, Schaerberg va rassembler toute une documentation, beaucoup d'avisis, d'autres documents relatifs à ces guerres de religion française. Peut-être aussi parce qu'il doit rendre compte au gouvernement central de Bruxelles des événements en France et surtout de leurs échos dans le Saint-Empire, de leurs potentielles retombées diplomatiques et militaires dans le Saint-Empire, mais aussi dans les Pays-Bas. Le secrétaire d'État allemand envoie un grand nombre de ces Zeitungen en Bavière, je l'ai déjà dit, il en reçoit d'autres en retour. Et là, dans cette Zeitungen, on voit que toutes les étapes des conflits en France sont évoquées, les batailles surtout, d'autres étapes aussi, et avec un intérêt particulier aussi pour les échecs des tentatives de pacification. Alors parfois, la situation politique et militaire change si rapidement que les nouvelles n'arrivent pas à suivre, en fait, que les nouvelles vont se contredire et déconcerter les correspondants. Donc cet extrait d'une lettre d'Albert de Bavière au duc d'Albe de 1570 en témoigne. En fait, le duc de Bavière remercie le gouverneur général et son secrétaire de langue allemande pour toutes les informations récentes qu'ils lui ont envoyées, des informations récentes sur ce qu'il appelle la capitulation de paix, en fait la pacification, avec une copie du traité de pacification. Et puis il dit, mais dans votre post-scriptum, dans le post-scriptum de la même lettre, on annonce qu'une nouvelle guerre a déjà éclaté. Donc en fait, le post-scriptum a contredit le contenu de la lettre. C'est quelque chose qui arrive évidemment parce que les événements se bousculent et donc les nouvelles n'arrivent pas à suivre les événements. Et il dit, voilà, de telles confusions maladroites sont impossibles à éviter, en fait, et elles ne remettent pas en question le rôle de la bonne communication, le fait que, oui, on doit faire confiance à ses correspondants. Donc là aussi, on voit à nouveau le terme de Wohlmann de communication, en fait, vraiment ce terme central de communication. Alors, conseiller. Je m'excuse de vous montrer une image qui est vraiment anachronique, parce que cette fresque de Mantegna montre la cour de Mantoue, un siècle avant l'époque qui nous intéresse ici. Mais voilà, je vous la montre parce que je trouve que c'est une image qui rend bien le côté dynamique de la fonction du conseiller politique. On a l'impression, en regardant cette image, qu'on voit la parole qui circule, à la fois par l'oral, surtout le conciliabule entre le prince et son conseiller, là à gauche, mais aussi par l'écrit, par le papier. Et donc Urbain Schaerberg et ses successeurs ne se contentent pas de récolter, de conserver des nouvelles, les nouvelles qu'ils reçoivent, ils les traduisent, ils les résument, et puis ils vont les transmettre au gouvernement central des Pays-Bas, aux gouverneurs généraux, à d'autres protagonistes de la vie politique. Et ce travail continu d'information est évidemment étroitement lié à l'autre grande mission des secrétaires, qui est celle de conseiller les gouvernants, de guider leurs décisions diplomatiques. Donc information et action vont de pair. Et l'une des tâches de Schaerberger, une de ses tâches principales et de ses successeurs, en fait, consiste à tenir le gouvernement au courant des nouvelles du Saint-Empire, de ses institutions, de ses nombreuses composantes. Et à partir de cette transmission d'informations, la deuxième étape va probablement être qu'on va leur demander des conseils sur la politique à adopter à l'égard des correspondants. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de traces archivistiques de ces pratiques de conseil, sans doute essentiellement orales. Si ce n'est qu'on a les sommaires qui sont préparés donc par les secrétaires. Les sommaires, par exemple, une lettre arrive, on fait un sommaire en français de ce que dit la lettre. On compte envoyer une réponse en retour, on fait le sommaire de la réponse potentielle. On fait aussi des sommaires des nouvelles qui arrivent de part et d'autre. Et parfois, ces lettres sont annotées en marge. Donc, on a l'impression que ce sommaire a été présenté oralement à quelqu'un, au gouverneur, par exemple, et que le secrétaire a noté les réactions, les remarques, en fait.
Mais c'est très difficile, évidemment, de comprendre comment cette fonction de conseiller, ce rôle de conseiller fonctionnait, en fait, concrètement. Ça se jouait probablement à l'intersection de l'écrit et de l'oralité. Je sais que c'est une question qui intéresse aussi beaucoup Aurélien Destaing pour le XVIIe siècle, et c'est vraiment une question qui mérite d'être approfondie, ce jeu entre oralité et écrit dans la pratique du conseil. Quelques mots sur la diplomatie de crise. J'ai déjà évoqué en passant les défis complexes qui jalonnent les premières années de la révolte des Pays-Bas. Les répercussions de ce conflit sur la diplomatie sont évidemment multiples. Et des secrétaires comme Scharberger, mais aussi Finsing, son homologue à la Cour de Madrid, vont jouer un rôle central dans la mise en place de stratégies de justification, aussi des stratégies de riposte destinées aux correspondants en Empire. Et ce rôle doit évidemment être souligné. Pendant cette période, donc il y a toujours le rôle des correspondances diplomatiques qui continue. On va pas arrêter, au contraire, on va les intensifier et vont devenir importantes. Mais pendant cette période, de nombreuses ambassades non permanentes sont aussi envoyées auprès des princes allemands. Les documents qui sont liés à ces missions sont préparés par Scharberger et ses adjoints. Donc les documents sont des passeports, sauf-conduits en fait. Les instructions, qu'est-ce que l'ambassadeur doit aller faire, des lettres diverses, des pièces justificatives. Et les secrétaires vont se servir, pour rédiger ces documents, ils vont se servir des notes prises lors des entrevues avec le gouverneur général ou d'autres membres du gouvernement. Mais ils vont aussi se servir de toute la documentation qu'ils ont accumulée au fil des années, donc de leurs archives en fait, de leur documentation personnelle. Ces ambassadeurs s'absentent souvent pendant plusieurs semaines et doivent parfois adapter leur discours aux circonstances changeantes, tout en restant toujours dans les limites des instructions reçues. Et le secrétaire aux affaires allemandes va correspondre avec eux en français, en allemand, pour les épauler dans leur mission au jour le jour. Il rend également compte en français et plus tard, surtout au XVIIe siècle, en espagnol, au gouvernement central à Bruxelles et reçoit de ce dernier des ordres pour la suite des opérations diplomatiques. Donc là, à nouveau, information et action qui vont de pair. De nombreuses ambassades sont, par exemple, envoyées dans les territoires de Rhénanie et de Westphalie, limitrophes des Pays-Bas, tels que les électorats de Trèves et de Cologne, la principauté épiscopale de Münster, le duché de Clèves. Elles portent sur les questions territoriales, économiques, mais aussi, le plus souvent sur les questions militaires, sur la levée, l'entretien, les déplacements des troupes au service du roi d'Espagne, et surtout sur les ravages causés par les armées mal payées et indisciplinées de Philippe II en Empire, qui est vraiment un gros problème diplomatique à cette époque-là. Puis il y a aussi la question des réfugiés confessionnels, donc des protestants des Pays-Bas qui partent vers ces régions limitrophes du Saint-Empire, et on va essayer soit de les rattraper, soit d'éviter que ces personnes soient accueillies, etc. Par des correspondances diplomatiques, mais aussi par des ambassades particulières. Scharberger reçoit également des envoyés du Saint-Empire à Bruxelles, où le gouverneur général séjourne, parce que la cour au voyage. Certains sont moins bien accueillis que d'autres. Et, par exemple, en printemps 1567, c'est pas eux qui arrivent à Bruxelles, c'est leurs ambassadeurs, leurs représentants. Donc plusieurs princes protestants allemands envoient une ambassade commune et se mettent ensemble pour envoyer une ambassade commune à la cour de Marguerite de Parme, qui réside alors à l'hôtel de ville à Anvers. Et donc parmi les princes protestants allemands, il y a notamment l'électeur de Saxe, que vous voyez avec son beau chapeau, et l'autre c'est un portrait mortuaire de l'électeur palatin. Donc, qu'est-ce qu'ils proposent, ces princes, à travers leurs ambassadeurs? Ils proposent une solution pacifique aux troubles confessionnels dans les Pays-Bas. Ils disent que ce sont essentiellement des troubles confessionnels, ce n'est pas une révolte, c'est un problème confessionnel. Et ils prônent l'extension de la paix d'Augsbourg de 1555 et de son régime de coexistence biconfessionnelle catholique-luthérien. Donc, ils préconisent qu'on applique cette loi aux 17 provinces des Pays-Bas. Alors, c'est une proposition qui est évidemment
ressentie comme très provocante, enfin, aussi irréaliste en vue de la situation politique et religieuse très différente des Pays-Bas. Et elle va susciter une petite crise diplomatique, une crise dans laquelle Scharberger va se retrouver sans surprise aux premières loges, parce qu'il est évidemment l'intermédiaire principal par rapport à cette délégation protestante. Alors les documents produits dans le cadre de cette ambassade sont intéressants, non seulement pour leur contenu, sur lequel je ne vais pas revenir, mais aussi parce qu'ils illustrent en fait les pratiques de la diplomatie de crise. Et du coup, le travail du secrétaire diplomate Urban Scharberger. Le secrétaire aux affaires allemandes va recevoir le document de l'ambassade et il va en préparer un résumé en français, un résumé qui doit donc servir à informer la gouvernante générale Marguerite Parme, à la conseiller par rapport à la démarche à suivre, à la suite des événements. Et donc, on peut imaginer qu'elle est allée avec ce document voir la gouvernante pour lui dire voilà, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'ils veulent ces ambassadeurs. Il a écouté sa réponse et il a rédigé la réponse en fonction des ordres reçus. La substance de la proposition faite à son Altesse par les députés des aucuns électeurs et princes d'Allemagne. Donc, c'est un document qu'on a déjà vu tout à l'heure. Le ton que Marguerite Parme choisit d'adopter, peut-être sous la direction de Scharberger, est beaucoup moins retenu que celui de la plupart de ses autres lettres à des correspondants en Empire, correspondants catholiques, correspondants protestants. Elle soutient en fait que les instigateurs de l'ambassade sont mal informés, qui sont pas au courant des derniers événements survenus dans les Pays-Bas. Pire, ces princes auraient choisi d'écouter les mensonges et les calomnies, donc je cite, mensonges et calomnies diffusés par des rebelles sans honte qui veulent troubler le bien commun, c'est une citation. Cette notion donc de fausses rumeurs que répandraient les ennemis de Philippe II est vraiment un leitmotiv des échanges épistolaires à cette époque troublée. La gouvernante générale conseille au prince allemand de ne pas intervenir dans les affaires intérieures du roi d'Espagne, en fait, de ne pas se mêler de choses qui ne les regardent pas. On pourrait dire, tous les souverains seraient désireux de défendre le royaume contre la rébellion et donc les autres princes devraient les soutenir, devraient exprimer leur solidarité plutôt que leur critique, car le feu de la désobéissance pourrait rapidement se propager et mettre tout le monde en danger, en fait. Ainsi, la réaction écrite à l'ambassade protestante reprend en fait les fils thématiques présents dans toutes les lettres de légitimation de Philippe II, écrite pendant ces années-là, pour justifier sa politique dans les Pays-Bas, mais avec moins de modération et de politesse que d'habitude. Alors malheureusement, aucun document ne me renseigne sur les échanges oraux, les discussions qui ont eu lieu lors de la visite des ambassadeurs. Il y a eu une rencontre, Marguerite Parme ne voulait pas les rencontrer et puis finalement elle les a rencontrés. Alors il y a une source indirecte qui confirme le rôle central de Scharberger, le secrétaire d'État allemand, à la fois comme traducteur, dans tous les sens du terme, comme intermédiaire, mais aussi comme conseiller politique. Dans une lettre adressée à Philippe II le 24 mai 1567, Marguerite Parme fait part de sa réticence initiale à recevoir ces hérétiques, ces ambassadeurs de princes protestants, à écouter leurs provocations. Elle explique au roi qu'elle a alors demandé au secrétaire de langue allemande de les dissuader, de leur dire de rentrer chez eux. Voilà, on termine là l'histoire, vous rentrez chez vous. Et elle dit pour parler à eux et voir si par quelque expédient on eût pu excuser leur dite venue ici. Mais les renvoyer chez eux sans une présentation formelle à la cour n'aurait fait que renforcer leur arrogance, c'est ce qu'elle écrit au roi, et leur agressivité. Donc elle doit se justifier évidemment de les avoir reçus. Et donc elle a décidé de recevoir ces ambassadeurs, mais en présence des membres du Conseil d'État. Donc elle s'est entourée de tout un ensemble de personnes importantes des Pays-Bas, du gouvernement des Pays-Bas, pour ne pas être seule face à eux. Et elle a probablement fait ça en suivant les conseils d'Urban Scharberger, avec qui elle a eu cet échange sur comment recevoir ces ambassadeurs. Alors pour terminer avec cet épisode, les ambassadeurs repartent quand même très mécontents. Ils disent qu'ils ont été mal reçus et en plus, évidemment, leur mission est un échec total. Alors, représenter, on arrive presque à la fin, dans cette évocation des missions du secrétaire diplomate,
Donc parfois le secrétaire d'État allemand part lui-même en mission dans le Saint-Empire, soit tout seul, mais c'est rare, soit le plus souvent pour accompagner un ou plusieurs autres ambassadeurs. Donc il devient ambassadeur lui-même ou ambassadeur adjoint. Et pour servir de traducteur, d'informateur, d'intermédiaire dans des pourparlers aux enjeux variés. Et toujours, il va s'appliquer en loyal serviteur à défendre et à promouvoir les intérêts de la monarchie espagnole. C'est ce que dit sa signature qu'on a vue tout à l'heure. L'obéissant et loyal serviteur. Par exemple, il part plusieurs fois, on peut parler de plusieurs secrétaires, mais si on regarde le cas de Scharberg, il part plusieurs fois aux diètes, si vous avez une représentation de la diète au XVIIe siècle, mais donc des assemblées impériales, où il va représenter le cercle de Bourgogne, où il va en tout cas être un des représentants du cercle de Bourgogne, notamment pour tout ce qui est les questions de traduction, d'intermédiaire en fait. Et puis un autre exemple, en 1559, Urbain Scharberger fait partie de la délégation officielle avec le comte Hoogstraten qui doit se rendre à la cour impériale. Et la mission, en fait, consiste à renouveler les liens féodaux entre les Pays-Bas, les Pays-Bas et le Saint-Empire, mais aussi à réaffirmer les privilèges des Pays-Bas. Instruction à vous, notre très cher et bien-aimé Urbain Scharberger, secrétaire du roi Monseigneur, de ce que vous avez à faire et négocier vers la Majesté impériale où nous vous envoyons présentement. Donc, comme le détaillent ces instructions, qui lui sont données comme un des ambassadeurs, il s'agit justement, comme je l'ai dit, de réaffirmer des anciens liens, mais aussi de cimenter les privilèges du cercle de Bourgogne. Et pour ce faire, on conseille à Scharberger, et il va le faire en fait, d'amener avec lui, de prendre avec lui toute une documentation, des documents qui servent à prouver en fait les demandes de ces ambassadeurs. Donc, il est archiviste avant la lettre, il est garde-charte aussi, mais c'est aussi parce que cette fonction de garde-charte va être utilisée à des moments adéquats en fait, pour soutenir des revendications. Alors, Koeremans, qui est le premier archiviste à s'intéresser de près aux archives des secrétaires aux affaires allemandes laissées ici, ce qu'il trouve ici à Bruxelles, s'est intéressé à ces archives dans les années 1840. Il dresse un portrait que je trouve intéressant, un portrait intéressant de Scharberger. Pour lui, c'est un homme habile, souple, pliant, qui remplissait toujours avec la plus stricte exactitude les ordres de ses supérieurs, donc il est très obéissant. Ordre qui, à vrai dire, n'était souvent que les résultats de ses adroites insinuations. Donc il obéissait, mais en fait, il avait quelque part participé à la définition de la politique avant d'obéir lui-même. À bien des égards, Scharberger est un bon spécimen en fait, du secrétaire parfait, décrit par Lucien Belli dans son ouvrage La Société des Princes, et secrétaire parfait qui a aussi fait l'objet de manuels contemporains au XVIIe siècle, comme le parfait capitaine dont on a parlé hier. Quand on reprend la description de Belli, on y retrouve aussi Scharberger, donc la maîtrise des conventions stylistiques, la connaissance du contexte politique, ici la connaissance des langues en plus. En plus, il allie un grand respect des hiérarchies à un sens aigu des enjeux pratiques et immédiats. Et je vous montre une dernière fois sa signature, donc le serviteur soumis et obéissant. Alors, Scharberger il meurt, probablement de la peste, à Maastricht en octobre 1579. Il est enterré à Maastricht, dans l'église Saint-Nicolas. On va me dire, mais qu'est-ce qu'il est allé faire à Maastricht? Mais en fait, il était sur le chemin de retour. Il avait été à Cologne, où s'était tenue la négociation de paix de Cologne, convoquée par l'empereur, en fait. Une négociation de paix une conférence de paix qui voulait arriver à une pacification dans les Pays-Bas, donc entre le roi d'Espagne et ses gouverneurs, et d'un autre côté les insurgés, par la médiation, par le biais de cette médiation impériale. Et Scharberger a fait partie de la délégation officielle du roi d'Espagne dans cette conférence de Cologne. C'est en quelque sorte son dernier titre de gloire, même si cette conférence s'est soldée par un échec cuisant.
Et son rôle lors de cette conférence confirme sa réputation comme secrétaire et traducteur, mais aussi comme conseiller et négociateur, comme un homme de l'écrit, de la parole, mais aussi comme un homme de décision et potentiellement en tout cas d'action. C'est certainement un chapitre de la vie, de l'action de Sharberger qui mérite d'être approfondi. Ce qui nous amène à la conclusion, donc traduire, ce qui est un peu le mot finalement qui résume toutes ces fonctions, qui est le fil rouge à travers toutes ces missions, le dénominateur commun de toutes les missions évoquées, la traduction, la maîtrise des langues comme un attribut, un outil de pouvoir, la clé de la communication, de la compréhension mutuelle, de la négociation. Et le rôle de la traduction, le rôle des langues, du plurilinguisme, dont la diplomatie à l'époque moderne est certainement un objet d'étude passionnant et encore assez peu exploré. Des secrétaires qui sont aussi des diplomates, des secrétaires diplomates, des hommes d'information, des hommes d'action, les deux sont liés. Par leur maîtrise des rouages de l'information politique, ces secrétaires diplomates participent à la mise en place d'actions diplomatiques. Est-ce que ce sont des acteurs secondaires? Je pense qu'on peut conclure que non, pas vraiment. Il ne s'agit pas vraiment d'acteurs secondaires, plutôt d'être des protagonistes dans l'ombre, parce qu'on les voit toujours en fait en deuxième place. On les voit pas, ils sont pas à l'avant-plan, mais ils sont protagonistes, des protagonistes dans l'ombre. Des hommes comme Urbain Sharberger et ses successeurs méritent en tout cas, je pense, une place de choix dans un projet consacré aux figures du politique au XVIe et XVIIe siècle. Alors, merci beaucoup pour votre attention et merci déjà pour vos questions et vos apports à la discussion. Merci.